seul, perdu en mer, quel serait votre pire cauchemar? Le froid? La fatigue? Ou les requins? Un homme va se confronter à l'une de nos peurs les plus profondes. Sa destination, 3 zones infestées de requins réputées particulièrement dangereuses. Son objectif, survivre une nuit entière en compagnie du grand requin blanc. Pour l'accompagner, son équipe embarque pour un voyage en pleine mer dont elle se souviendra longtemps. Mike Rudson a élaboré un langage complexe pour entrer en communication avec les requins. Selon lui, le requin n'est pas une simple machine à tuer. C'est un animal doté d'une psychologie sophistiquée et très subtile. Pour prouver sa théorie, il va prendre un risque inouï. Passer un jour et une nuit dans l'eau avec le grand blanc. Il sait que la moindre erreur peut lui coûter la vie. Le requin est un prédateur hors pair, un chasseur parmi les chasseurs. Ce que j'essaie de faire, c'est de sensibiliser l'opinion pour que les gens comprennent mieux ces animaux. Notre peur est-elle excessive? D'où vient l'attraction irrésistible que ressent Mike? Sa mission, survivre un jour et une nuit dans 3 zones où vivent des requins. Sa dernière plongée sera la plus dangereuse. Une longue nuit aux côtés de l'espèce la plus redoutée de tous, le grand requin blanc. Sa première destination est l'atoll reculé de Bassas de India, situé au large du Mozambique. Ce volcan sous-marin n'affleure que 10 heures par jour à la surface de l'eau. Il abrite une forte concentration de requins de toutes sortes. Mike flottera seul dans la tiédeur de ces eaux tropicales. L'occasion pour lui d'entamer son expérience dans des conditions de plongée favorables. À ses côtés, les membres de l'équipage ne manquent pas d'enthousiasme, mais la plupart sont des débutants qui ignorent ce qui les attend. Notre équipage est réduit au strict minimum. Il comporte pas mal de marins d'eau douce, et en plus, on va aller très loin au large. On ne va pas s'ennuyer. Mike compte aussi un sceptique dans son équipe. Personnellement, je ne suis pas sûr de bien comprendre la communication qu'il peut avoir avec les requins. C'est bien de parler aux requins, mais la question est de savoir s'ils nous écoutent et s'ils comprennent ce qu'on essaie de leur dire. Le plus grand ennemi de Mike, un cliché, la terreur d'être dévoré vivant. C'est une peur ancestrale qui est à l'origine d'un mépris criminel. On préfère abattre le requin avant qu'il ne nous tue.
100 millions de victimes par an sacrifiées principalement pour leurs ailerons. Cette extermination est devenue une obsession pour Mike. Si les requins ne m'attaquent pas, j'arriverai peut-être à en convaincre certains que ces animaux ne sont pas des machines à tuer, mais des êtres intelligents. J'espère que cette peur va se dissiper pour laisser la place à une vision plus proche de la réalité. Parce que les gens ont une image totalement fausse des requins. Les éradiquer des océans entraînerait des conséquences désastreuses. Non seulement le nombre de leurs proies se démultiplierait, mais l'augmentation des poissons morts en décomposition pourrait transformer l'océan en un vaste dépotoir. En cette première journée, Mike doit déjà se préparer au pire. On annonce du mauvais temps. Certains des gars qui ont navigué sur le Sardinops avant nous appelaient cet endroit la comète du vomi. Et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Moi, je viens de la brousse. Je ne connais pas la mer. J'ai pas l'habitude des bateaux. Tout le monde est KO. Ils sont tous soit en train de vomir par-dessus bord, soit en train de récupérer sur leur couchette en attendant que les 48 heures se passent. Les cachets contre le mal de mer n'ont rien fait. Le cuisinier du bateau n'est pas ravi, lui non plus. La nature déchaînée ne fait pas de quartier. Mike ne peut qu'attendre que son équipage s'habitue à la mer. La nausée s'étant emparée de tous, il dînera tout seul. Ce n'est pas le genre de voyage que l'équipage espérait. La chaîne de l'ancre qui est accrochée là-haut pend le long de ce pilier derrière le mur. Ça fait un bruit qui ressemble à un tir de mitraillette. Ce matelas a l'air presque neuf. À mon avis, personne n'a encore dormi dessus. On a sans doute les 2 couchettes du bateau qui ne sont jamais utilisées. C'est pas vrai. Au 3e jour, on a un bateau qui roule, un équipage malade et un cuisinier qui tente désespérément de faire son métier. C'est hallucinant. Là, c'est hors service. L'un des 2 cabinets de toilette ne fonctionne plus, donc on n'en a plus qu'un pour 20 personnes. Le matelot Jurgens a tiré le mauvais numéro. C'est l'horreur. Je trouverai le responsable. Je suis pas venu pour faire ce genre de truc. Pour remonter le moral de ses troupes, Mike les met au travail. Les hommes vont construire une plateforme flottante pour accueillir les plongeurs, l'équipe de tournage et les caméras. Mais sera-t-elle suffisamment résistante? Je ne crois pas qu'une telle plateforme ait déjà été construite. En tout cas, pas une plateforme de cette taille, destinée à être utilisée sur une durée aussi longue.
Donc forcément, la conception est un peu artisanale. Les exigences de Mike ont aussi tendance à miner ses comparses. Beaucoup de gens trouvent difficile de travailler avec Mike. Il est assez têtu et il aime que les choses soient faites à sa façon. Lui-même reconnaît avoir du mal à travailler avec les autres. Seul Mike est capable d'approcher le plus dangereux des requins d'aussi près, en mobilisant toutes ses connaissances sur le sujet. Il sait s'y prendre avec les animaux et avec les requins en particulier. Je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre de la façon dont il travaille avec les animaux. La plateforme de tournage prend forme. Mais Bassas de India n'est plus qu'à une journée de bateau. Tout le monde est sur le pont. Au 4e jour, toujours pas de répit pour Jurgens. C'est vraiment répugnant, ça pue, c'est dégoûtant. Franchement, je suis pas venu pour faire ça. Il est chargé de préparer l'appât, un mélange de poissons en décomposition. Cet amuse-gueule devrait être irrésistible pour des bandes de requins affamés. Bassas de India surgit à l'horizon. Mike se précipite sur l'annexe à la recherche d'un mouillage. Des récifs ou des rochers immergés risquent d'éventrer la coque du navire et d'envoyer tout l'équipage dans des eaux peuplées de requins. Mike ouvre la voie. Et voici l'atoll long de 10 km, seulement visible à marée basse. C'est très beau, vraiment magnifique. Cette masse terrestre au milieu de l'océan, c'est un spectacle extraordinaire. Bassas de India est le sommet corallien d'un volcan sous-marin éteint. Situé à 300 km des côtes africaines, c'est un vrai paradis pour les poissons tropicaux. De nombreuses espèces attirent les requins comme des aimants. Le requin tigre est l'un des plus gros. Et le requin océanique, l'un des plus redoutables. Les squales encerclent bientôt le bateau comme dans l'attente de leur prochain repas. Ils ont flairé l'appât à plusieurs kilomètres du bateau. Ces requins des Galapagos chassent en troupe. Cet atoll a une sombre histoire. C'est un véritable cimetière marin, invisible à marée haute, sauf quand un navire vient s'y échouer. Les lieux sont hantés par la mémoire des marins naufragés qui ont péri en mer. Chaque morceau de métal porte la trace d'une tragédie. Il faut reculer. Le capitaine craint de s'approcher trop près des écueils. Mais là où il se trouve, il y a encore 3000 mètres de fond et nulle part où jeter l'ancre. La tentative avorte, et des courants forts font dériver l'équipage en direction de l'atoll. Il faut trouver sans tarder un point d'amarrage.
Mike plonge en urgence pour aller caler une nouvelle ancre sur le récif. Je suis un peu inquiet pour Mike. Je suis sûr qu'il a eu un problème. Mike se débat contre le courant, et comme si cela ne suffisait pas, il perd de l'air à cause d'un régulateur défectueux. Il est obligé de remonter trop rapidement. Il risque maintenant un accident de décompression. Le caisson de décompression le plus proche est à des kilomètres d'ici. Il n'y a aucun secours à proximité. S'il a la maladie des caissons, ce sera la fin de l'aventure. La maladie des caissons survient quand un plongeur remonte trop vite à la surface. Le nitrogène dissous dans le sang forme alors des bulles de gaz. Les symptômes, douleur et paralysie qui parfois entraînent la mort. Joe, le producteur, sait que la vie de Mike est entre ses mains. Sans caisson de décompression, il ne reste plus qu'une seule solution. Mike doit replonger pour que toute bulle de nitrogène soit réabsorbée dans le flux sanguin. Il respire de l'oxygène pur et se trouve sous la surveillance de Bob, un cadreur formé dans la marine. Mike, tu m'entends? Oui, je t'entends. Vous êtes à quelle profondeur? Environ 4 mètres. Ok, alors ne bougez plus. Entendu, on reste là. Il va devoir rester sous l'eau au moins une demi-heure, ce qui lui donnera le temps d'apercevoir ses premiers requins. Ils sont innombrables. Et ils se rapprochent. Fin de la partie. Mike doit remonter. Apparemment, il va bien. On va pouvoir continuer. L'équipe est prête à repartir, gonflée à bloc. Jurgens a même retrouvé l'appétit. Mike voit bien que plus rien ne peut entamer la détermination de l'équipage. Leur ultime mission sera de construire la cage de protection, l'unique dispositif de sécurité sur lequel Mike pourra compter en cas d'attaque. On est vraiment content que tout se mette en place. On va enfin pouvoir commencer à filmer ce qu'on est venu filmer. Le moment est venu de mettre la plateforme de tournage à l'eau. C'est le jour J. Un dernier bon repas. On consulte le bulletin météo. On vérifie les caméras. Aujourd'hui, pas d'excuses, il faut plonger. Tout est prêt. Même les requins sont au rendez-vous. Mike tire la plateforme jusqu'à l'emplacement choisi, près de l'atoll.
Un dernier examen médical. Tout va pour le mieux. Pour se préparer à sa première plongée, Mike doit tenter de penser comme un requin. Le plongeur qui s'apprête à jouer sa vie se concentre avant de faire le grand saut. Il passera toute une journée et toute une nuit avec des spécimens qu'il n'a encore jamais vus. Voici le premier, un requin des Galapagos. Il chasse en troupe. Ses congénères sont sûrement en chemin. Celui-ci est curieux et ne montre aucun signe d'appréhension. Compte tenu de la force du courant, Mike doit rester accroché. Il ne peut qu'attendre la prochaine manœuvre du requin. En haut, le temps se gâte. Ce n'était pourtant pas prévu. Mike lutte contre le courant. Il est temps de changer de bouteille d'oxygène. C'est pas trop dur avec le courant? Ça bouge beaucoup, il faut s'accrocher. C'est pas facile. Voilà ce que c'est d'être perdu en mer. Seul. Vulnérable. Mais ce n'est que le début d'une aventure qui mettra Mike aux prises avec nos peurs. Un entraînement pour son face-à-face final avec le Grand Blanc. Le soleil se couche sur Bassas de India. Mike a passé 10 heures dans l'eau. Pour les requins, c'est l'heure de passer à table. Une accalmie. Les requins se rapprochent. La marée change. Elle apporte avec elle de nouvelles espèces. Des requins à pointe blanche et autres Galapagos. Ces requins agressifs chassent en troupe. On les considère dangereux pour l'homme. Mike note qu'ils se déplacent plus vite. Il l'entoure. Le plongeur ne doit pas céder à la panique. Grâce à sa ligne latérale, le requin peut en effet détecter l'élévation du rythme cardiaque. Les requins se déplacent beaucoup plus vite. Le courant a changé et il en amène de plus en plus. Pendant la journée, ils se sont montrés très prudents et maintenant, ils s'enhardissent. Ils se rapprochent. L'un d'entre eux s'est approché à 15 cm de ma tête pour m'examiner. Donc on observe clairement un changement de comportement à la tombée du jour. Tout se passe comme si le récif s'était transformé en immense terrain de chasse. Je suis fatigué, mais jusqu'ici tout va bien. Je me sens capable de continuer. Sa première nuit avec les requins a commencé. Mike est sur le point de faire connaissance avec un univers étranger. Et la vision nocturne du requin, supérieure à celle de l'homme, le rend ici d'autant plus menaçant.
Sur la plateforme, tous attendent les premières impressions de Mike. L'eau est éclairée et tout à coup, un requin surgit de nulle part dans la lumière. Un truc incroyable. Mike s'équipe d'une nouvelle bouteille d'oxygène et replonge. Minuit. Les requins continuent d'affluer sans pour autant attaquer. Mike semble avoir la situation bien en main. Soudain, plus de lumière. Mike disparaît dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe avec le générateur? Il s'est éteint et Mike est à l'eau. Pendant que l'équipage tente de rallumer le générateur, Mike dérive dans une mer agitée avec les requins pour seule compagnie. Le cauchemar va basculer dans l'horreur. Les 20 prochaines minutes vont mettre à l'épreuve tout ce que le plongeur croit savoir sur les requins. Les lumières révèlent ce qui l'entourait dans l'obscurité. De chaque ombre émerge une silhouette. Les requins. « 17 heures plus tard, Mike est dans l'eau. Il commence à montrer des signes de fatigue. La marée a changé, poussant la plateforme de l'autre côté de l'atoll. Ce qui donne aux plongeurs l'occasion d'observer le récif et ses poissons gigantesques. Ce mérou patate est presque aussi grand que Mike. Il ne semble pas effrayé. Même les requins l'évitent. Il y aurait donc créature marine plus féroce que le requin. Il est 6 heures du matin. Mike a survécu à sa première nuit au milieu des requins. Il aimerait continuer, mais la fatigue l'emporte. Le soleil du petit matin réchauffe l'eau de ses rayons. Mike décide de ne porter qu'un t-shirt pour éviter d'avoir trop chaud. Il commet là une grave erreur. Ces requins sont en chasse. Il voit une chair blanche, de la même couleur que celle du poisson,
et en veulent un morceau. Il n'a pas d'autre choix que de les repousser. Il adopte une posture qui le grandit et le rend aussi intimidant que possible. Grâce à leur sens capable de percevoir la rapidité du rythme cardiaque, les requins savent détecter la détresse ou la mort imminente. En gardant son calme, Mike empêche son rythme cardiaque de s'élever. Il sait qu'il doit s'abstenir de tout mouvement brusque qui risquerait de déclencher une réaction de la part du prédateur et de déchaîner sa faim. Well, it's early morning. C'est le matin, il est tôt. Another day. Un autre jour commence. I took my wetsuit off. J'ai enlevé ma combinaison de plongée parce qu'il fait trop chaud. Mais je crois que je vais la remettre. Ces animaux sont beaucoup plus rapides que je croyais. Ils devenaient très insistants. Ils foncent sur tout ce qui est blanc. Ils étaient bien plus dociles la nuit. Mais c'est intéressant de voir que leur comportement change. Oui. Mike a tenu 24 heures. À présent, le courant l'entraîne au large avec la plateforme de tournage. Le fond de la mer se trouve 3 km plus bas. Ici, les requins ont l'avantage de pouvoir attaquer par en dessous. Mais pour l'instant, pas de grosses couales en vue, comme le requin océanique. Ici, la concentration en requin est exceptionnellement faible. Quand il fait beau, la lumière du soleil éclaire les requins. Mais aujourd'hui, l'eau est assombrie par les nuages. Les requins à pointe blanche et des Galapagos sont derrière Mike. Mais le plongeur a l'esprit ailleurs. Au bout de 32 heures passées dans l'eau, son nouveau masque fonctionne mal. Je fais tout mon possible pour éliminer l'accumulation de CO2. Terminé. Le masque de Mike est défaillant. Il peut s'évanouir à tout moment. En surface aussi, la situation se complique. Une tempête s'annonce. Sous l'eau, les plongeurs sentent que le temps est en train de changer. Mike, je crois qu'il va falloir bouger d'ici. La houle bouscule la plateforme sans relâche et ne laisse aucun répit aux membres de l'équipage. Je l'ai. Mes doigts. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis coincé les doigts. Ça devient dur. On est pas mal secoué. La plateforme se fissure sous les coups de boutoir de la houle. Joe, le producteur, juge qu'il est trop risqué de continuer. Mike est le dernier à sortir de l'eau. Après plus de 30 heures de plongée parmi les requins, Mike est exténué. Chaque vague provoque de nouvelles fissures. Il ne faut plus traîner. La plateforme tombe en morceaux. On va plier bagages. No escape. I'm my own worst
La première plongée de Mike s'achève. Il est sain et sauf. Par son calme et son assurance, il est parvenu à dissiper l'intérêt grandissant du requin à son égard. Face au grand requin blanc, il devra redoubler de vigilance. Bizarrement, à Bassas de India, il n'a vu aucun grand requin. Ce n'est pas normal. Il ne fait aucun doute qu'il y a 20 ans, on aurait vu des centaines de requins longimanes dans cette zone. Ils ont disparu à cause des palangriers, à cause de la soupe d'aileron consommée par les Chinois, etc. Bref, il n'y en a plus. À l'heure actuelle, on abat des requins partout dans le monde. À ce rythme-là, il ne devrait plus en rester beaucoup dans un avenir proche. Plus le temps passe, moins j'en vois. Ces questions sont au cœur des motivations de Mike. Sa prochaine plongée sera décisive. Il ira à la rencontre d'espèces plus imposantes, dans une eau plus froide. Il courra donc plus de risques. Cap sur Durban, en Afrique du Sud. Mike a choisi un nouveau bateau. L'équipe de choc est à nouveau réunie. Les caméramens de talent, Aaron qui est désormais à la lumière, Jurgens qui a été promu et ne touchera plus à la panne nauséabond. Quant à Joe, le producteur, il est toujours aussi inquiet. Ici, par son mélange de courants chauds et froids, la mer n'est pas la même qu'à Bassas de India. Le froid attire des espèces d'un autre calibre. C'est le genre de territoire qui convient mieux aux grands requins blancs. De quoi permettre à Mike de s'acclimater avant sa dernière plongée. C'est ici également qu'a eu lieu une attaque de requins massive restée dans les annales. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Nova Scotia a été coulé ici par un sous-marin allemand. 1 millier d'hommes s'est retrouvé à la mer. Seuls 200 ont survécu. Les autres se seraient fait dévorer. Ont-ils été attrapés vivants ou mangés alors qu'ils étaient déjà morts? Mike espérait éclaircir cette affaire. La plongée commence à l'aube. Je me sens prêt. Je prendrai bien un grand expresso et dormirai bien quelques heures de plus, mais à part ça, je n'ai plus vraiment de raison pour me défiler. Mike pressent que la plongée sera éprouvante. Dans une eau à 16 degrés, soit 10 de moins que précédemment, il risque l'hypothermie. Il porte une combinaison dernier cri qui le protégera du froid et l'aidera à se fondre dans le territoire des prédateurs. Au bout de 40 minutes, il aperçoit le premier spécimen, un gros gabarit, le requin tigre. L'animal possède d'impressionnantes mâchoires, capables de broyer à peu près n'importe quoi. Il s'agit d'une espèce que Mike avait déjà rencontrée dans ses eaux. En 2006, il s'était retrouvé face à un géant de 500 kilos. Il avait voulu tenter une expérience. Il avait massé le museau sensible de l'animal pour le plonger dans un état proche du sommeil, appelé immobilité protectrice. Ce prédateur massif lui avait mangé dans la main. Celui-ci ne s'attarde pas, car un autre fait son arrivée. Un requin bordé. Mais comment un petit spécimen peut-il faire fuir un requin-tigre? La réponse, la voici. Il ne voyage pas seul.
Il y en a toute une bande. Apparemment, c'est le requin bordé qui fait la loi ici. J'ai l'impression d'être un imbécile, au bout d'une corde. On est attaché au bateau et on se fait emporter comme ça par les flots tout en faisant ce qu'on peut pour que la caméra reste stable. C'est épuisant. Le temps va peut-être se calmer cet après-midi. La lutte devient de plus en plus rude. On a là une vingtaine de requins bordés qui ont chassé un requin-tigre. Rien à voir avec Bassas de India. Les conditions sont assez pénibles. Je commence à fatiguer à force de lutter contre les courants. Et j'ai froid. En ce qui concerne ma combinaison, je ne crois pas que la technologie ait évolué tant que ça. Je ne suis pas invisible. Mike lâche prise. En l'espace de quelques secondes, il est emporté. Voilà ce qu'ont dû ressentir les naufragés du Nova Scotia. Aucune protection. Peu d'espoir de survie. Huit heures plus tard, Mike est malmené par la houle. Il faut que je m'accroche. C'est pas évident. Est-il désormais en mesure de comprendre comment sont morts les hommes du Nova Scotia? Quand on est bloqué ici, combien de temps peut s'écouler avant qu'on succombe à la soif, au soleil, à l'eau et au froid? Cerné de toutes parts, Mike est à la merci des requins. Pourtant, toujours pas d'attaque. Confiant, il décide d'aller plus loin. Il tient à montrer que ses prédateurs savent distinguer la chair humaine de leur nourriture habituelle. Il demande à l'équipage de jeter du poisson à la mer. Aussitôt, c'est l'émeute. Bob, le cadreur, est désorienté et tente de sortir de l'eau. Moi, c'est bon, j'ai eu ma dose. Mike, lui, persiste et signe. Il lui semble important de rester dans le champ de vision des requins. Ça ne me pose pas de problème de gérer les requins un par un. Et quand il y en a trop et que je ne peux plus les avoir à l'œil, j'ai envie soit de disparaître au fond de l'eau, soit d'en sortir. Mike, lui, est beaucoup plus à l'aise que moi. Ils me connaissent et ils savent ce que c'est qu'une sardine. Les sardines sont de la nourriture. Donc ils vont me laisser tranquille. Son courage est donc récompensé. À la 10e heure de plongée, Mike passe au-dessus d'un site un peu particulier, occupé par des requins, à 20 mètres de profondeur. Certains poissons lui sont familiers. Un requin-taureau.
Certaines espèces se réfugient dans les grottes pour s'abriter des courants forts. Celles-ci offrent toute la sécurité nécessaire. Des femelles y convergent pour mettre bas. Mike pourrait rester là des heures, mais la nuit approche. Il est gelé par les eaux. Sa nouvelle combinaison ne donne pas entière satisfaction. L'autre combinaison que je portais ne tient pas aussi chaud que je pensais. En plus, elle brillait sous l'eau. Et avec la lumière des projecteurs, ça n'aurait pas été terrible. Celle-ci est plus efficace. Elle colle mieux à la peau. On dirait que les requins l'attendent. Mike se jette à l'eau, malgré l'absence de projecteur. Il distingue à peine les requins. Sa deuxième nuit avec eux a débuté. Tous les atouts sont dans leur camp. Mike ignore comment ils se comporteront à la nuit tombée. Tandis que les hommes se hâtent d'installer les projecteurs, Joe décide de lever l'ancre pour permettre à la plateforme de dériver avec Mike dans le courant qui se renforce. Mais un problème bien connu survient. Le treuil de l'ancre se rompt. Ça va? Oui, mais je commence à geler. C'est bizarre, la nuit, l'eau est plus froide que le jour. L'équipage ne peut pas prendre le risque de perdre Mike de vue dans l'obscurité. Ils décident donc de couper la ligne de l'ancre pour pouvoir le suivre de près. Bob va maintenant plonger pour installer les projecteurs. Bob s'occupe de l'éclairage. J'espère que ça nous permettra de voir les requins qui arrivent sur nous. Mike n'est vraiment pas raisonnable. Il veut voir les requins. Allez, on va essayer, d'accord? Pour Aaron, c'est un grand moment. C'est génial. Après les problèmes qu'on a eu avec l'encre, il y a enfin quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment super. Les voilà prêts à partir. Je suis plutôt fier pour les projecteurs. J'ai tout prévu pour la lumière avec l'aide de Bob, un pro de la prise de vue sous-marine. Je me suis donc occupé de l'éclairage sous l'eau et ça fait plaisir de voir le résultat. Les lumières font apparaître quelque chose dans l'eau. Des sardines qui arrivent par dizaines. Puis par milliers. Tous les ans, des millions d'entre elles, poursuivies par des prédateurs, remontent ce littoral. Pour la deuxième fois de la journée, Mike nage parmi les proies des requins. Ils ne peuvent pas être bien loin. Le premier requin bordé fonce droit sur lui. Il me colle un peu, celui-là. C'est un requin bordé. À bord, il est minuit passé. En bas, la tension monte. « 2 heures du matin. Les requins affluent de partout. Ils paraissent inquiets et commencent à essayer de mordre. Quand soudain, rien ne va plus.
Dans la confusion générale, plus personne ne comprend ce qui se passe. Un requin a mordu le câble d'éclairage dans lequel il s'est emmêlé. Mike essaie de l'aider, mais l'animal panique. Il s'électrocute. La moindre morsure pourrait lacérer le plongeur. Qu'est-ce qui se passe? La vie du requin, comme celle de Mike, sont en danger. Le plongeur reste près de l'animal et prend une décharge à son tour. Éteignez! Quoi? Coupe le courant! Coupe le courant! On éteint les deux, les deux. Allez, Aaron. Surtout, éteignez bien les deux! Ils sont éteints? Mike a dégagé le requin, mais le câble est toujours coincé dans la gueule de l'animal. On voit voler des étincelles. On coupe enfin le courant. Le plongeur va maintenant devoir, dans l'obscurité, ôter le câble de la gueule de l'animal. Ça y est, le requin est enfin libre. La dernière chose que j'ai vue, c'était Mike qui poussait le requin au-delà de la zone éclairée. Manifestement, il était mal en point. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais on le saura bientôt, j'espère. Mike le pousse dans l'eau de manière à faire entrer de l'oxygène dans ses branchies. L'animal montre des signes de vie. Puis il s'éloigne. Mike le suit un temps. Quand soudain, on le perd de vue. Le plongeur a besoin de soins médicaux. Il a pris une décharge de plus de 200 volts. Il est muet, encore sous le choc. Il s'est percé un sinus. J'ai suivi le requin au fond. Il a fini par revenir à lui et a plongé. Je voulais être sûr qu'il ne s'arrêterait pas au bout de 10 mètres, alors je suis descendu avec lui. J'ai perdu ma torche et il est parti. Au moins, il s'en est sorti. On est à 108. On était à combien quand il est sorti? 129. On était à 129. Le plongeur est encore sous le choc. J'ai eu une sacrée peur. C'est lui qu'il faut maintenant ranimer. Après 19 heures passées sous l'eau, il risque de ne plus tenir longtemps. Sa tension reste élevée, sa température baisse. Je reste assis. J'essaie de me réchauffer. J'ai l'impression que mon crâne est ouvert et que ma tête est en train de geler. Bien qu'affaibli, il ne déclare pas forfait. On veut tenir jusqu'à l'aube. L'aube est un moment extraordinaire. À Bassas de India, les animaux étaient surexcités à l'aube. Ils avaient un comportement très différent. J'ai vraiment envie de savoir si ce sera la même chose ici. Dans la salle du matériel, l'équipage s'active. Il a bien reçu le message. Mike refuse d'abandonner.
Il est 3 heures du matin. Encore 3 heures avant l'aube. Les requins rôdent en décrivant des cercles. Le froid grignote le peu d'énergie qui reste. L'épuisement s'installe. Mike est-il en train de revivre le calvaire qu'ont dû connaître les passagers du Nova Scotia dans leur combat désespéré pour échapper du naufrage? Il a en tout cas apporté la preuve que les requins ne le confondaient pas avec leurs aliments, même lorsqu'ils étaient stressés. Mais que se passera-t-il à l'aube? « 5 heures. L'équipe s'éveille avec difficulté aux premières lueurs. Le petit déjeuner ne s'éternise pas. On y va. C'est l'aube parfaite. La mer est calme. La lumière dorée. Et les requins rôdent tout autour. Lors de sa dernière plongée à l'aube, Mike l'avait échappé belle. Cette fois, ils sont encore plus nombreux. Mais l'ambiance est moins électrique. Ils ne sont pas en chasse. Ils ne viennent pas chercher Mike. Du moins, pas maintenant. Les membres de l'équipage comparent leurs blessures de guerre. Aaron, comment ça se fait que tes pieds soient devenus jaunes? C'est le bronzage APA. Ça vire lentement à l'orange. C'est à cause de l'APA. Le bronzage APA. Et pour tes cheveux, Aaron, c'est de la teinture couleur APA? À 10h30, Mike sent la fatigue le gagner, à force de flotter en pleine mer. L'équipe décide de lui remonter le moral. Je vais me mettre à l'eau. Moi aussi, je vais y aller, puisque Mike m'a montré qu'ils étaient doux comme des agneaux. Après avoir vu Mike triompher la nuit dernière dans l'adversité, on ne craint plus les requins à bord. Que la force soit avec toi, Bob. Et avec toi, Luke Skywalker. L'un après l'autre, chacun des hommes enterre sa peur. « 32 heures de plongée. Mike a maintenant compris que c'est l'eau qui tue. Quand le corps perd de sa chaleur, les sens se brouillent. On entend alors son esprit vous supplier « Sors de là, sauve-toi ». Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going at them up in mine. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Saying prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out. Digging deeper just to throw it away. I bleed it out. Digging deeper just to throw it away. Just to throw it away. Just to throw it away. I
Mike est allé au-delà de l'épuisement et de l'hypothermie. Cette plongée se termine. Le froid de l'océan a raison du plongeur, mais il sort victorieux. Ces grands requins n'ont pas attaqué, même de nuit. On peut en déduire aujourd'hui que les naufragés du Nova Scotia ont sans doute été dévorés une fois morts. Le moment est venu pour Mike de se préparer à sa 3e nuit en compagnie de l'espèce la plus imposante, le grand blanc. L'équipage se dirige vers des mers plus agitées et encore plus glaciales. Celle du Cap occidental en Afrique du Sud, au large de Gansbaai, capitale mondiale du grand requin blanc. Personne n'a jamais survécu à une nuit passée aux côtés de ce spécimen. Mike devra mobiliser toutes ses ressources pour en revenir vivant. Il lui a fallu de longues années pour apprendre tout ce qu'il sait des requins en nageant parmi eux. Il a analysé leur comportement sous toutes ses coutures, en découvrant toujours davantage. En allant toujours plus près. En s'évertuant à prouver qu'ils ne sont pas aussi dangereux qu'on le croit. La dernière nuit en compagnie des requins va commencer. Les hommes de Mike sont prêts à tout. Mais en savent-ils assez pour affronter les grands blancs? Ce défi a nécessité 3 mois de préparation. La cage de protection est prête et l'équipe dispose d'une plateforme plus petite. Mike a beaucoup appris confronté aux conditions climatiques difficiles de Durban. Mais cette fois, la tâche s'annonce bien plus ardue. Le bateau met le cap sur le fameux couloir des requins, où les grands blancs chassent l'otarie à fourrure d'Afrique du Sud. Les requins les attendent. Cette plongée de taille a été minutieusement préparée. Rien n'est laissé au hasard. Mike va enfin avoir l'occasion de mettre l'ensemble de ses convictions à l'épreuve. Est-il prêt pour la confrontation finale entre l'homme et le requin? C'est l'endroit le plus sauvage de tous ceux qu'on a explorés en mer. Hansa a déjà nagé avec des requins plus petits à Durban. Mais pourra-t-il en faire autant ici? Avec ces requins-là, je ne serais pas très chaud pour sortir de la cage. Ce serait du suicide de nager avec eux. C'est tout simplement impossible. Mike devra considérer la plongée qui s'annonce dans ses moindres aspects, qu'il s'agisse des courants, de la visibilité ou du nombre de requins. Sans oublier l'emplacement de la cage. Mike ne sait pas comment les grands blancs se comportent la nuit. Au cas où il ne parviendrait pas à communiquer avec eux, la cage pourrait lui sauver la vie. Pour l'instant, il ne s'approche pas. Il reste à l'écart. On verra bien. L'équipement est en place. Mike est prêt. Et les requins aussi. Mais une menace plane. Une tempête approche, annonçant une mer agitée. Jürgens a la nausée.
Même le médecin est au plus mal. Ce n'est pas ce que la météo avait prévu. Avec une mer aussi agitée, impossible de plonger. On va rester ancré pour protéger le bateau en comptant sur l'efficacité de nos 3 ancres. Et avec un peu de chance, le temps d'aujourd'hui est celui qui était prévu pour demain. Mais bientôt, l'équipage découvrira que 3 ancres ne suffisent pas. On sent le bateau tout entier qui tangue. Le temps se dégrade de minute en minute. La nuit s'annonce longue. Il fait vraiment froid. Je suis gelé. L'aube se lève sur une mer calme. Une bonne journée pour plonger. Mais les requins sont d'humeur belliqueuse ce matin. Ils se poursuivent. Ils cherchent à se mordre. Ça promet. Mais on va se lancer, on va voir ce qu'il en est. Ce n'est pas très engageant de voir ça juste avant de plonger. Nous sommes au début de la saison des amours. Les hormones travaillent. Les bagarres et les morsures sont nombreuses. C'est pour cette raison que Mike n'a encore jamais plongé à cette période de l'année. Les grands blancs ont l'air complètement déchaînés. On va aller voir ça de près. Mike et Morn seront tous les deux équipés d'une caméra afin de filmer un maximum d'images. On ne sait pas trop ce qui se passe au fond. Il y a juste un énorme requin. Énorme. Vu de dessous, le grand requin blanc en impose encore plus. Il s'agit d'une femelle qui fait plus de 4 mètres de long. Elle est très curieuse. Mike reste près du fond pour ne pas se faire attaquer par en dessous, comme les requins ont l'habitude de le faire. Un autre spécimen ne tarde pas à faire son apparition. Un mâle si grand qu'il éclipse le soleil. Il ne faisait que passer. Mais revoici la femelle. Elle s'approche de si près qu'elle heurte le plongeur. Elle a l'air tranquille et de bonne humeur. Mike décide donc de plonger avec elle en apnée, sans matériel. On voit pourquoi ils chassent à cette heure. La lumière est rasante. Ils se confondent avec les reflets et disparaissent.
Ils ont des échanges bien plus agréables avec nous qu'entre eux. C'était génial. J'étais juste un peu tendu avant d'entrer dans l'eau. Mais c'était magnifique. Avec le soleil qui se levait, la lumière devenait vraiment splendide. La prochaine baignade se déroulera à la surface. Mais Joe est préoccupé par la sécurité du plongeur. Car c'est en surface que l'animal chasse l'otarie. Mike a un plan. Communiquer avec le grand requin blanc par le langage du corps. Un premier coup d'œil lui apprend qu'il n'a pas affaire à la femelle de tout à l'heure. Mais au mâle, long de 5 mètres. Chez cette espèce, le mâle est toujours plus agressif que la femelle. Pour paraître moins menaçant, Mike se recroqueville. Le requin perçoit le signal. Puis le plongeur s'éloigne. Le requin le suit. L'ondulation des palmes retient son attention. À côté du requin, Mike paraît minuscule. L'animal descend jusqu'au fond. Il s'aligne sur Mike, lequel manœuvre pour se retrouver nez à nez avec lui, diminuant ainsi le risque d'une attaque. L'animal revient et montre les dents, une forme de menace. Et voilà qu'il ouvre par 2 fois la gueule. Il annonce sa volonté d'attaquer. Le plongeur doit faire redescendre la tension. Il essaie de céder du terrain à l'animal. Mais celui-ci continue d'adopter des postures belliqueuses pour marquer sa domination. Le duel devient psychologique. Mike est obligé de sortir de l'eau. Sacré bonhomme, il n'apprécie pas ma présence. Le courant était de plus en plus rapide. Il avait une vitesse d'environ 1 nœud et allait dans cette direction. Et le requin arrivait en face. Donc moi j'étais emporté vers lui à la vitesse d'1 nœud et ça ne lui a pas plu. À son dernier passage, il a ouvert la gueule 3 fois de suite. Ce n'est pas bon signe. Après cette expérience plutôt effrayante, le jour commence à décliner. Il est 18 h. Le compte à rebours a commencé. La mer aux reflets dorés apaise les nerfs. Seulement, il y a un hic. C'est le moment que le grand blanc préfère pour chasser. Mike s'apprête pourtant à replonger. Ce qui me préoccupe, c'est la quantité de lumière. On va plonger avec le plus grand des requins dans la lumière la plus faible qui soit. J'espère que ce n'est pas trop risqué dans ces conditions. D'un autre côté, les animaux ne risquent pas d'être effrayés par la lumière, ce qui est plutôt une bonne chose. On n'a jamais plongé parmi les grands requins à cette heure de la journée. Personne ne l'a jamais fait. On devrait bien s'amuser. Sachant que les requins chargent de bas en haut, Mike doit trouver un terrain plat au fond de l'océan où se positionner. Le voilà déjà en minorité. On ne fait pas plus gros que celui-ci, presque 6 mètres de long.
Pourtant, sa couleur le rend pratiquement invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans la pénombre, le plongeur vit une expérience inédite en compagnie du grand requin blanc. Des ombres noires l'entourent. La bouteille de plongée lui permet de tenir 1 heure, après quoi il doit remonter. Les projecteurs fonctionnent. La zone éclairée est toute petite. C'est très angoissant parce qu'on n'y voit rien. Tout en sachant ce qu'il y a dans l'eau, ça va être quelque chose. La grande femelle de ce matin est là. La voilà, la grosse. Regarde, on la voit s'approcher. Regardez. Il y a 2 ou 3 requins qui rôdent autour de nous. Les garçons ont décidé de plonger. C'est une belle occasion qui se présente. On craignait qu'ils aient peur de la lumière, mais apparemment c'est pas le cas. Donc voilà, ils vont à l'eau. L'ultime épreuve commence alors pour Mike. Au cours de la longue nuit qui l'attend, tout le savoir-faire qu'il a acquis ne lui sera pas de trop. La visibilité de Mike est réduite à quelques mètres. Les requins pourraient surgir de n'importe où. En voilà un. Il vient inspecter le plongeur. Une jeune otarie fait soudain son apparition. Elles déchaînent leurs instincts de chasseurs. Il n'y a plus aucune otarie à l'horizon. À présent, tous les requins des environs tournent leur attention vers Mike. Ils viennent faire connaissance. Il
il l'oblige à descendre de plus en plus bas jusqu'au fond de l'océan. Il aura bientôt besoin de renouveler sa bouteille d'oxygène. Mais la route est complètement barrée. Il contrôle son rythme cardiaque et ses mouvements. Les requins manifestent de la curiosité à l'égard du plongeur, mais semblent faire la différence entre l'otarie et lui. Ils réagissent en gardant leur distance et le traitent comme s'ils avaient affaire à un autre prédateur. La découverte est de taille. Même de nuit, Mike peut nager avec ses grands requins blancs sans être attaqué. C'était incroyable. Il en venait de toutes les directions. Il y en a un qui a surgi, effrayé. Il a foncé sur moi et m'a évité de justesse. On dirait des pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale. On croit surprendre au loin une ligne blanche et d'un seul coup, l'animal est là. C'est la plus belle plongée de ma vie. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Il avait dit qu'il mettrait sa vie en jeu pour prouver que les requins ne sont pas aussi meurtriers qu'on le croit. À l'aube, sa présence en témoigne. Il aura vu ces animaux comme ils sont vraiment. Des prédateurs de haut vol qui veillent au fragile équilibre de l'océan. Il a voyagé au plus profond de nos angoisses et affronté le danger pour démontrer une chose essentielle. L'aileron, qui affleure à la surface des océans, mérite tout notre respect et notre compréhension. Il nous a fait partager l'émerveillement d'une nuit blanche en compagnie des grands requins. Si vous dites que vous allez plonger de nuit avec des grands requins blancs, on vous prend tout de suite pour un fou. Nous avons réussi à le faire. Nous avons découvert que ces animaux chassent la nuit et que même à ce moment-là, nous ne sommes pas pour eux une source de nourriture. Les requins restent des animaux dangereux. Mais Mike nous a appris comment réduire les risques de se faire attaquer. Mieux comprendre leur comportement permet d'en avoir moins peur. On était parti pour réaliser une expérience passionnante et on revient avec une découverte de taille.